Très bien, allons-y. Numéro 10. La météorite martienne ALH 8401. Dans l'étendue glaciale et désolée des Allan Hills en Antarctique, une équipe de chercheurs est tombée en 1984 sur une roche brun-vert foncé reposant sur la glace. Après une analyse chimique, les scientifiques ont réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une simple roche spatiale. Elle a été classée comme une météorite SNC, ce qui signifie que son origine était indiscutable. Elle venait de la surface de Mars. Il y a environ 15 millions d'années, un impact massif d'astéroïdes sur la surface martienne a projeté ce morceau de roche dans l'espace. Il a erré dans le froid vide du système solaire pendant des éons avant d'être finalement capturé par la gravité terrestre et de s'écraser sur la glace antarctique il y a environ 13 000 ans. Mais la véritable révélation a eu lieu en 1996. Une équipe de recherche de la NASA a découpé la météorite et examiné son intérieur à l'aide de microscopes électroniques très avancés. Ils n'ont pas trouvé de petits hommes verts, mais ils ont découvert quelque chose qui a fondamentalement bouleversé la communauté scientifique. Enfouies dans les anciennes fractures de la roche se trouvaient de minuscules structures segmentées, semblables à des vers, regroupées en colonies serrées. À l'échelle du nanomètre, ces formations ressemblaient presque parfaitement à des nanobactéries fossilisées trouvées ici même sur Terre. En plus de ces structures physiques fascinantes, la météorite contenait un cocktail de signatures chimiques généralement considérées comme des marqueurs caractéristiques de la biologie. La roche était imprégnée d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et de globules complexes de carbonate. Mais le plus surprenant, c'est qu'elle contenait de minuscules cristaux de magnétite parfaitement formés. Ces cristaux magnétiques microscopiques étaient chimiquement et structurellement indiscernables de ceux produits par les bactéries magnétotactiques sur Terre, qui les synthétisent biologiquement pour s'orienter le long des champs magnétiques. Cette annonce a déclenché un débat scientifique intense qui dure depuis des décennies. Les sceptiques ont soutenu que, même si les structures semblaient biologiques, la chaleur intense et le choc provoqué par l'impact de l'astéroïde ayant projeté la roche pouvaient théoriquement forger la magnétite et les hydrocarbures par des processus géologiques purement abiotiques. Les fossiles eux-mêmes pourraient n'être que des formations minérales inhabituelles ou des artefacts créés lors de la préparation à la microscopie électronique. La question de savoir si ALH 8401 contient réellement de la vie martienne reste aujourd'hui très débattue. Cependant, son impact sur l'exploration spatiale a été absolu. Il a essentiellement donné naissance au domaine scientifique moderne de l'astrobiologie, obligeant les scientifiques à définir rigoureusement ce qui constitue une biosignature microscopique et menant directement à la création des programmes de rovers martiens de la NASA. Cela a prouvé que, pour trouver une vie extraterrestre, nous devons examiner les éléments constitutifs microscopiques des mondes. Numéro 9. Le cyanure de vinyle de Titan. Lorsque nous cherchons la vie dans l'univers, nous souffrons souvent de ce que les astrobiologistes appellent le chauvinisme de l'eau. Nous supposons que la biologie nécessite de l'eau liquide, parce que absolument toute vie sur Terre en dépend. Mais la plus grande lune de Saturne, Titan, nous oblige à élargir violemment notre imagination. Titan est la seule lune de notre système solaire à posséder une atmosphère épaisse et dense, dominée par l'azote et une brume organique. Encore plus incroyable, sa surface est recouverte de vastes lacs, de rivières sinueuses et de mers ondulantes. Mais ces étendues ne sont pas remplies d'eau. Elles sont remplies de méthane et d'éthane liquide, présents à une température vertigineuse de moins 179 degrés Celsius. Dans l'eau liquide, la vie terrestre s'appuie sur des membranes à double couche lipidique pour former les frontières extérieures des cellules. Ces membranes sont les murs essentiels qui séparent l'environnement extérieur chaotique de la machinerie chimique hautement organisée qui fonctionne à l'intérieur de la cellule. Mais si vous plongiez une membrane lipidique terrestre dans du méthane liquide, elle deviendrait immédiatement rigide, gèlerait et se briserait. La biologie basée sur l'eau ne peut tout simplement pas fonctionner dans les mers d'hydrocarbures de Titan. C'est là qu'intervient une molécule remarquable appelée cyanure de vinyle, également connue en chimie sous le nom d'acrylonitrile. En 2017, des chercheurs analysant des données d'archives de la sonde Cassini et du réseau d'antennes ALMA ont confirmé que d'énormes quantités de cyanure de vinyle existent dans la haute atmosphère de Titan. La molécule se forme en permanence dans la brume et tombe littéralement par tonnes dans les lacs de méthane en contrebas. Pourquoi est-ce important ? Des simulations chimiques détaillées menées par des chercheurs de l'université Cornell ont démontré que, dans un bain de méthane liquide, les molécules de cyanure de vinyle pouvaient se lier spontanément pour former des sphères flexibles, microscopiques et creuses. Les chercheurs ont baptisé ces structures théoriques azotosomes.
Ces sphères fonctionneraient exactement comme les membranes cellulaires sur Terre, restant stables, poreuses et flexibles, même dans le froid extrême des océans de gaz naturel liquide de Titan. La découverte du cyanure de vinyle tombant sur Titan ne prouve pas directement qu'il existe des microbes extraterrestres nageant dans ces lacs, mais elle prouve que l'environnement possède exactement les ingrédients chimiques nécessaires pour construire l'architecture fondamentale de la vie, totalement indépendante de l'eau. Cela suggère que la biologie pourrait être une constante universelle qui s'adapte simplement à n'importe quel solvant qui tombe du ciel extraterrestre. Numéro 8. Le carbone océanique d'Europe. Sous la croûte de glace fortement fissurée et brûlée par les radiations de la Lune de Jupiter, Europe, se trouve un vaste océan mondial d'eau liquide plongé dans l'obscurité. Cette mer cachée est maintenue chaude par l'immense friction des marées générées par la gravité massive de Jupiter, qui étire et comprime constamment le noyau rocheux de la Lune au fil de son orbite. Nous connaissons cette eau souterraine depuis des décennies, faisant d'Europe l'une des cibles absolument prioritaires dans la recherche de vie extraterrestre. Mais l'eau seule ne suffit pas à déclencher la biologie. La vie nécessite une source d'énergie constante et, de façon cruciale, elle requiert les bons éléments chimiques de base, principalement le carbone. Pendant des années, les scientifiques se sont tourmentés pour savoir si l'océan caché d'Europe n'était qu'une masse stérile d'eau pure ou s'il contenait la riche chimie organique nécessaire pour déclencher et soutenir la biologie. Parce que la croûte de glace fait plusieurs kilomètres d'épaisseur, il est presque impossible pour nos sondes actuelles de prélever directement des échantillons de l'océan. Mais la surface glacée d'Europe est dynamique, et parfois l'océan profond communique avec la surface au-dessus. En 2023, des astronomes ont pointé le puissant télescope spatial James Webb vers Europe, en se concentrant spécifiquement sur une région appelée Terra Regio. Cette zone est connue sous le nom de terrain chaotique, où la glace de la Lune a été violemment brisée, inclinée, déplacée, puis gelée à nouveau. Là, en observant le terrain chaotique, le télescope a détecté une signature hautement concentrée de dioxyde de carbone. La présence de dioxyde de carbone à la surface d'Europe est une révélation majeure, car cette molécule n'y est pas stable. Le bombardement incessant de particules hautement chargées, piégées dans le champ magnétique brutal de Jupiter, détruirait le dioxyde de carbone de surface sur des échelles de temps astronomiques relativement courtes. Le fait que nous l'observions concentré uniquement dans une région de glace récemment perturbée signifie qu'il n'a pas pu être apporté par des impacts de météorites. Cela doit avoir été déposé là récemment, remontant de l'océan sombre et chaud situé en dessous. Cette découverte confirme que l'océan souterrain d'Europe contient une abondance de carbone. Cela implique que le plancher océanique rocheux interagit activement avec l'eau, hébergeant potentiellement des sources hydrothermales, exactement comme celles du fond des océans terrestres, là où de nombreux scientifiques pensent que la vie sur Terre est apparue. Europe n'est pas seulement un parc aquatique gelé. C'est un environnement chimiquement riche et géologiquement actif qui possède exactement les ingrédients nécessaires pour soutenir un écosystème vivant. Numéro 7. Les composés organiques de G0 découverts par le rover Perseverance. Aujourd'hui, Mars est un désert glacé, irradié et rouillé. Mais il y a 3 milliards et demi d'années, c'était un monde dynamique, avec un ciel bleu, une atmosphère épaisse et protectrice, et de l'eau liquide qui s'écoulait. L'un des endroits les plus prometteurs préservés de cette ancienne époque habitable est le cratère G0, un bassin d'impact de 45 km de large qui abritait autrefois un immense lac et un delta fluvial sinueux et ramifié. Parce qu'il s'agissait d'un environnement ancien et aquatique, c'est précisément là que la NASA a choisi de faire atterrir le rover Perseverance en 2021 pour rechercher des traces d'une ancienne biologie extraterrestre. Perseverance est équipé d'un instrument incroyablement sophistiqué appelé Sherlock qui utilise un laser ultraviolet pour cartographier la répartition spatiale des minéraux et des molécules organiques à la surface des roches martiennes. Lorsque le rover a finalement roulé sur le sol du cratère G0 et a tiré ses lasers sur l'ancien lit du lac, il a découvert un véritable trésor de données chimiques. Le rover a détecté une grande diversité de molécules organiques dispersées sur plusieurs cibles rocheuses. Il ne s'agissait pas simplement de traces de carbone simples et isolées. Il s'agissait de classes complexes et variées de composés organiques, trouvés en association directe avec des minéraux aqueux comme les sulfates. Sur Terre, les sulfates se forment fréquemment lorsque de l'eau riche en minéraux s'évapore lentement, et ils sont réputés pour leur capacité à piéger, ensevelir et préserver des matériaux biologiques pendant des milliards d'années sans les dégrader. Il est important de comprendre que le mot « organique » ne signifie pas strictement « biologique ».
Les molécules organiques sont simplement des composés chimiques contenant du carbone, et elles peuvent être créées par des processus géologiques abiotiques, une activité volcanique, ou apportées par des météorites s'écrasant. Mais leur présence répandue et diversifiée dans un ancien lit de lac confirme que l'environnement martien était autrefois riche des éléments constitutifs exacts nécessaires à l'apparition de la vie. L'association spécifique entre ces diverses molécules organiques et les minéraux formés par l'eau suggère que, si une vie microbienne a jamais existé dans l'ancien lac de Jezero, les voies chimiques nécessaires à la préservation de ces restes étaient très actives. Actuellement, Perseverance scelle méticuleusement ces échantillons de roches précis dans des tubes en titane stériles. Au cours de la prochaine décennie, une mission conjointe prévoit de lancer un vaisseau spatial vers Mars, de récupérer ces tubes et de les ramener sur Terre, où toute la puissance analytique des laboratoires terrestres pourra enfin déterminer si ces composés organiques martiens sont les vestiges fossilisés d'une biosphère disparue. Numéro 6. L'océan en forme d'œil de LHS 1140b. Lorsque l'exoplanète LHS 1140b a été découverte à 48 années-lumière dans la constellation de la Baleine, elle a posé une énigme frustrante aux astronomes. Elle orbite précisément dans la zone habitable d'une étoile naine rouge, mais sa masse et son rayon la plaçaient dans une zone grise déroutante. Était-ce une super-Terre dense et rocheuse avec une fine atmosphère ou bien une mini-Neptune gazeuse complètement enveloppée par une atmosphère épaisse et inhabitable d'hydrogène et d'hélium? En 2024, les données du télescope spatial James Webb ont percé le voile planétaire et révélé un monde tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Les spectres de transmission recueillis par le télescope ont fortement écarté le scénario de la mini-Neptune riche en hydrogène. Au lieu de cela, les données indiquaient un monde dense et rocheux entouré d'une atmosphère lourde et protectrice, probablement dominée par l'azote, très similaire à celle de la Terre. Mais comme LHS 1140b orbite très près d'une étoile naine rouge peu lumineuse pour rester chaude, les forces gravitationnelles sont immenses, ce qui signifie que la planète est presque certainement en rotation synchrone. La rotation synchrone signifie que la planète ne tourne pas par rapport à son étoile. Un hémisphère connaît une lumière du jour brûlante et éternelle, tandis que l'hémisphère opposé est plongé dans une nuit noire et glaciale perpétuelle. Sans atmosphère pour répartir l'énergie, la face exposée au jour bouillirait jusqu'à s'assécher et la face nocturne gèlerait complètement. Mais avec une épaisse enveloppe d'azote, la chaleur est efficacement redistribuée à l'échelle mondiale, créant une dynamique climatique planétaire profonde. Les modèles climatiques, largement fondés sur les données du télescope, suggèrent que LHS 1140b pourrait être une spectaculaire planète œil. Le côté nocturne est recouvert d'une coquille globale de glace glaciaire épaisse. Mais directement sous l'étoile, au point substellaire sur la face perpétuellement éclairée, la glace fond complètement. Cela crée un immense océan d'eau liquide qui fixe sans ciller son étoile haute, ressemblant à un gigantesque iris bleu entouré de la sclère blanche d'une calotte glaciaire mondiale. Cet océan qui fixe l'étoile pourrait s'étendre sur des milliers de kilomètres et maintenir des conditions tempérées très stables, parfaitement adaptées à l'épanouissement de la vie. La ligne du Terminateur, la frontière crépusculaire où l'océan en fusion rencontre l'obscurité gelée, offrirait des habitats dynamiques et variés. Aujourd'hui, LHS 1140b demeure l'un des candidats les plus fascinants et les plus rigoureusement étudiés pour être un monde océanique habitable à eau liquide au-delà de notre système solaire. Numéro 5. La résonance de TRAPPIST-1. À 40 années-lumière, dans la constellation du Verseau, se trouve un système planétaire qui semble avoir été conçu par un horloger cosmique obsessionnel. Le système TRAPPIST-1 comprend une naine rouge ultra froide autour de laquelle gravitent 7 planètes rocheuses d'une taille proche de celle de la Terre. L'ensemble du système est incroyablement compact. Les 7 orbites tiennent aisément dans la distance séparant notre Soleil de Mercure. Mais la véritable merveille qui inspire l'admiration dans TRAPPIST-1, c'est sa perfection mathématique absolue. Les 7 planètes sont enfermées dans une chaîne de résonance orbitale presque parfaite. Pour chaque 8 orbites effectuées par la planète la plus proche de l'étoile, la deuxième en accomplit exactement 5, la troisième en fait 3 et la quatrième en fait 2. Cette danse gravitationnelle rythmée et complexe empêche les planètes d'entrer en collision ou d'être violemment éjectées dans l'espace profond. Cela nous révèle également quelque chose d'essentiel sur l'histoire du système. Cet agencement délicat est resté d'une stabilité remarquable pendant des milliards d'années sans interruption. Cette stabilité profonde est cruciale pour l'émergence de la vie.
On estime mathématiquement que le système a environ 7,6 milliards d'années, soit près de 3 milliards d'années de plus que notre propre système solaire. Si la vie nécessite d'immenses périodes pour évoluer d'une chimie simple à une biologie complexe, le système trappistin a offert une période d'incubation bien plus longue et extrêmement stable que celle dont la Terre a jamais bénéficié. 3 de ces 7 mondes, désignés comme les planètes E, F et G, gravitent précisément dans la zone habitable de l'étoile, recevant juste la bonne quantité d'énergie stellaire pour théoriquement permettre la présence d'étendues d'eau liquide. Parce que les planètes sont si proches les unes des autres, se tenir à la surface de Trappistin E offrirait un ciel dominé par d'énormes mondes voisins parfaitement visibles. Elles apparaîtraient bien plus grandes que notre Lune, avec leurs phases planétaires et d'éventuelles caractéristiques atmosphériques clairement distinguables à l'œil nu. Les astronomes étudient ces planètes avec nos meilleurs télescopes. Si les plus proches sont sans doute des roches stériles, sans atmosphère à cause du rayonnement stellaire, celles de la zone habitable restent les plus prometteuses de la galaxie. Il s'agit d'un système de 7 mondes, plus vieux de plusieurs milliards d'années que le nôtre, vibrant dans une harmonie gravitationnelle perpétuelle, attendant simplement de révéler si ces rivages anciens abritent une forme de vie. Numéro 4. La signature du sulfure de diméthyle de K218b. En 2023, le télescope spatial James Webb a tourné ses miroirs dorés vers une planète située à 124 années-lumière, appelée K218b. Et les données atmosphériques qui en ont résulté ont provoqué une onde de choc dans la communauté de l'astrobiologie. K2-18b est une exoplanète de type sous-Neptune, environ 8,6 fois plus massive que la Terre, qui orbite en toute sécurité dans la zone habitable de son étoile hôte. De nombreux astronomes soupçonnent qu'il pourrait s'agir d'un monde icéen, une classe spécifique de planètes caractérisée par une atmosphère épaisse et riche en hydrogène enveloppant un vaste océan d'eau liquide global. L'analyse spectrale du télescope a confirmé avec certitude la présence de méthane et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de K218b. Cela seul a été considéré comme une grande victoire scientifique. Une atmosphère riche en hydrogène contenant une abondance de méthane et de dioxyde de carbone, combinée à une absence marquée d'ammoniac, correspond exactement à ce que prédisent les modèles atmosphériques pour un monde océanique chaud. Mais c'est un faible signal secondaire, enfoui profondément dans les données spectrales, qui a véritablement enflammé l'imagination du monde entier. Le télescope a détecté des empreintes chimiques potentielles d'une molécule hautement complexe appelée sulfure de diméthyle, souvent désignée par le sigle DMS. Sur Terre, le DMS est une substance chimique incroyablement spécifique. Elle est presque exclusivement produite par des organismes vivants, principalement par le phytoplancton marin flottant dans nos océans. En fait, c'est précisément cette molécule qui est responsable de l'odeur marine caractéristique et salée de l'océan. Dans le catalogue connu de la chimie atmosphérique, il n'existe aucun processus géologique non biologique robuste qui produise naturellement du DMS en quantité significative. L'implication de cette découverte était stupéfiante. Nous pourrions littéralement être en train d'observer les rejets métaboliques de plancton extraterrestre dans un océan mondial situé à plus de 100 années-lumière. Cependant, la méthode scientifique exige un scepticisme rigoureux. Dans les mois qui ont suivi l'annonce initiale, des équipes indépendantes ont réanalysé les mêmes données et suggéré que le signal pourrait être un faux positif, potentiellement causé par la superposition des signatures d'autres hydrocarbures abiotiques ou simplement par un bruit rouge aléatoire dans les détecteurs de l'instrument. Le débat acharné sur la signature du sulfure de diméthyle de K218b est toujours en cours, et de futures observations nécessitant des temps d'exposition bien plus longs finiront par trancher la question de manière définitive. Mais le simple fait que nous soyons parvenus à une ère technologique où nous pouvons sérieusement débattre de la détection d'un gaz de phytoplancton dans l'atmosphère d'un monde extraterrestre prouve que nous sommes plus proches que jamais de répondre à la question cosmique ultime. Numéro 3. Le phosphore manquant d'Encelade. La minuscule lune blanche éclatante de Saturne, Encelade, est indéniablement l'un des objets les plus actifs géologiquement et les plus fascinants de tout notre système solaire. Nous savons avec une certitude absolue qu'elle abrite un océan global de subsurface liquide, car la Lune le projette littéralement dans l'espace.
D'immenses geysers, situés au pôle sud de la Lune, jaillissent de profondes fissures, parallèles appelées rayures de tigre, projetant de la vapeur d'eau, des particules microscopiques de glace et des molécules organiques complexes à des centaines de kilomètres dans le vide sombre. Lorsque la sonde Cassini a volontairement traversé ces panaches gigantesques, ses instruments spécialisés ont goûté à l'océan extraterrestre. Elle a détecté de l'eau liquide, du dioxyde de carbone, du méthane, de l'ammoniac et de lourdes macromolécules organiques complexes. Elle a même trouvé des preuves de la présence de sources hydrothermales actives sur le plancher marin obscur. Mais pendant des années, les astrobiologistes se sont beaucoup inquiétés d'une pièce manquante du puzzle chimique. La vie sur Terre nécessite 6 éléments essentiels pour exister: le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. Le phosphore est de loin le plus rare de ces éléments, et pourtant il est absolument crucial pour la biologie. Il forme la structure de base de l'ADN et de l'ARN, et il est le composant central de l'ATP, la molécule universelle porteuse d'énergie qui alimente toutes les cellules biologiques. Sans phosphore, l'immense soupe organique d'Encelade resterait désespérément stérile. Pendant longtemps, les modèles géochimiques suggéraient que l'élément pouvait être enfermé profondément dans le noyau rocheux de la Lune, chimiquement inaccessible à l'eau située au-dessus. Mais en 2023, une équipe de scientifiques dévoués a prouvé que ces modèles pessimistes étaient complètement erronés. Ils ont minutieusement passé en revue des années de données archivées provenant de l'analyseur de poussière cosmique de Cassini, en se concentrant spécifiquement sur les grains de glace individuels qui avaient été éjectés d'Encelade et piégés dans l'immense anneau E de Saturne. À l'intérieur de ces minuscules grains de givre océanique, ils ont trouvé des signatures chimiques claires et indéniables de phosphate de sodium. Non seulement le phosphore était définitivement présent, mais il était dissous dans l'eau liquide à des concentrations au moins 100 fois supérieures à celles des océans terrestres. La forte alcalinité de l'eau d'Encelade dissout en fait le noyau rocheux, faisant remonter les phosphates dans l'océan, où ils sont immédiatement disponibles pour être utilisés par la vie. Encelade ne possède pas seulement un océan chaud, il dispose d'un bouillon chimique riche et parfaitement équilibré, contenant chaque élément nécessaire à la construction d'une cellule vivante. Numéro 2, le signal BLC-1 de Proxima. Dans la quête incessante d'une intelligence extraterrestre, les scientifiques ont passé des décennies à pointer d'immenses antennes vers le ciel, écoutant le bruit de fond cosmique, attendant le moindre murmure technologique. En 2019, le radiotélescope de Parkes, en Australie, a capté un signal si fascinant, si apparemment artificiel, qu'il a déclenché des protocoles internes qui n'avaient pas été sérieusement testés depuis le célèbre signal WOW de 1977. Il a été officiellement désigné sous le nom de BLC-1, ce qui signifie Breakthrough Liston Candidate 1. BLC-1 a été détecté alors que le gigantesque télescope était braqué directement sur Proxima du Centaure, une petite étoile naine rouge située à un peu plus de 4 années-lumière, ce qui en fait notre voisine stellaire la plus proche. On sait qu'elle abrite au moins une planète d'une taille approximativement similaire à celle de la Terre dans sa zone habitable. Le signal est apparu précisément à 982 MHz, une fréquence étroite et resserrée, totalement dépourvue de toute émission astrophysique naturelle connue. Les étoiles, les pulsars et les quasars émettent un bruit radio large bande et chaotique. Seule une technologie hautement élaborée produit des signaux étroits et précis comme celui-ci. Le comportement du signal correspondait parfaitement à celui d'une transmission extraterrestre typique. Il a duré plusieurs heures sans interruption. Il présentait une dérive lente et précise en fréquence, ce qui est exactement ce à quoi on s'attendrait avec l'effet Doppler provoqué par un émetteur situé à la surface d'une planète en rotation et en orbite. Plus troublant encore, il a réussi le test ultime de confirmation spatiale. Lorsque le télescope était pointé précisément sur Proxima du Centaure, le signal était fort et clair. Lorsque le télescope s'est délibérément déplacé pour vérifier l'arrière-plan, le signal a complètement disparu. Pendant plus d'1 an, l'équipe de Breakthrough Listen a soumis BLC-1 à l'examen scientifique le plus rigoureux et paranoïaque imaginable. Si cela avait été réel, cela signifiait que notre voisine stellaire la plus proche abritait une civilisation technologique, ce qui impliquait que la galaxie était absolument remplie d'intelligence. Finalement, fin 2021, l'équipe a publié sa conclusion douloureuse. BLC-1 n'était pas une émission extraterrestre. C'était une forme incroyablement complexe et localisée d'interférences radiofréquences humaines, probablement un composant électronique terrestre défectueux dont le signal s'est réfléchi et intermodulé, d'une manière qui imitait parfaitement une transmission interstellaire. Mais BLC-1 demeure un moment charnière majeur.
Cela a prouvé que nos algorithmes de détection automatisés fonctionnent parfaitement, servant de répétition générale palpitante pour le jour où le véritable signal arrivera enfin. Numéro 1. L'accélération inexpliquée d'Oumuamua. Le 19 octobre 2017, le télescope Pan-STARRS à Hawaï a détecté un objet se déplaçant à travers notre système solaire. Il suivait une trajectoire hyperbolique, voyageant à une vitesse stupéfiante de 26 km par seconde par rapport au Soleil. Cette vitesse extrême prouvait qu'il n'était pas retenu par la gravité de notre étoile. C'était un intrus interstellaire, le premier objet confirmé provenant d'un autre système stellaire à avoir jamais visité notre voisinage cosmique. Ils l'ont nommé Oumuamua, un mot hawaïen signifiant un éclaireur ou un messager venu de loin arrivant en premier. Presque immédiatement, l'objet a commencé à défier toutes les attentes astronomiques conventionnelles. D'après la façon dont sa luminosité variait alors qu'il tournoyait dans l'espace, les astronomes ont déduit qu'il était extrêmement allongé, ayant la forme soit d'un cigare étiré, soit d'une crêpe plate, contrairement à tout astéroïde ou comète jamais observé par l'humanité. Mais le véritable mystère troublant est apparu lorsque Oumuamua a entamé son départ rapide. Alors qu'il s'éloignait du Soleil, l'objet a montré une accélération non gravitationnelle. Il accélérait d'une manière qui ne pouvait tout simplement pas être expliquée par la seule attraction gravitationnelle. En général, les comètes accélèrent grâce à des jets de dégazage provenant de la vaporisation de la glace, qui leur fournissent une poussée. Lorsque le Soleil chauffe la comète, les gaz qui s'en échappent agissent comme un moteur fusée naturel. Cependant, Oumuamua ne montrait ni coma, ni queue, ni aucune preuve spectroscopique d'émission de gaz, même lorsqu'il est passé au plus près de la chaleur du Soleil. De nombreux observatoires l'ont scruté, cherchant désespérément les gaz d'échappement cométaires attendus, et n'ont absolument rien trouvé. Il accélérait dans le vide sombre de l'espace sans qu'aucun mécanisme physique détectable ne l'explique. Alors que de nombreux scientifiques ont tenté de modéliser des explications naturelles complexes et exotiques, comme la sublimation de glace d'hydrogène ou d'azote invisible, l'astronome de Harvard Avi Loeb a proposé une hypothèse bien plus controversée et troublante. Il a suggéré qu'Oumuamua pourrait être une voile solaire artificielle poussée par la pression de radiation, un morceau de technologie défectueuse provenant d'une civilisation que nous ne pouvons pas imaginer. Oumuamua a depuis longtemps disparu dans les profondeurs obscures, nous laissant à jamais nous demander si nous avons simplement observé un rocher de forme étrange en rotation ou la sonde silencieuse est morte d'une intelligence ancienne et lointaine. Je partagerai d'autres vidéos similaires à l'avenir, alors abonnez-vous pour ne rien manquer.